Imaginez vous faire enlever. Oui, je sais, c'est étrange et glauque comme situation. Communiquer avec votre kidnappeur et finalement devenir proche, voire même ami avec. Ça paraît invraisemblable, impossible, mais sachez que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est tout aussi folle. Décembre 1981, Margaret est affairée aux courses de Noël quand soudain, sorti de nulle part, un homme pointe son pistolet sur elle. À ce moment précis, elle sait que c'est la fin. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va très bien, merci beaucoup de demander. On se retrouve pour une nouvelle ADJ, Affaire du jour. Je suis Nathalie Cat et j'essaie de traiter des affaires inconnues du YouTube francophone et j'étudie la criminologie, alors si ça t'intéresse, rejoins-nous. Et abonne-toi sinon Poupie viendra te dévorer. Voici mes comptes TikTok et Instagram si je te manque entre deux vidéos. Alors prends une tasse de café, de chocolat chaud ou de chai tea comme moi et je te laisse avec un semi-générique. Palm a grandi à El Paso et c'est la petite fille de Thomas Moore Mayfield, un constructeur et promoteur pionnier qui a perdu et reconstruit à 2 reprises une fortune dans le secteur de la construction. Ça, c'est selon sa nécrologie. La famille de Margaret Palm figurait régulièrement dans la chronique mondaine et c'était une adolescente blonde avec un sourire éclatant, un bronzage parfait. Elle était très belle. Et elle commence d'ailleurs à faire la une des journaux d'El Paso. En tant que débutante de duchesse et reine du soleil de Southwestern Sun Carnival des années 1970-1971. Un titre accompagné d'une couronne et d'un sceptre. Ça devait être des petits concours de beauté pour les adolescentes. Vous savez que les Américains sont très friands de ça. Cependant, il ne s'agissait que d'un aspect de la vie de Margaret, car à côté de tout cela, c'était une étudiante studieuse. Elle étudiait l'espagnol, l'art, le latin. Deuxième de 3 enfants, elle était particulièrement proche de son père, un pilote de la Seconde Guerre mondiale devenu chef d'entreprise et bon épiscopalien qui priait à ses côtés chaque nuit et l'emmenait, elle et ses frères et sœurs, faire des vols spontanés en avion au-dessus d'El Paso. À l'âge de 11 ans, une tragédie... Gigi n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Gigi? On comprend pas, Doudou. Ah, il veut sortir. Je crois que l'histoire l'a déjà traumatisé. À l'âge de 11 ans, une tragédie vient malheureusement frapper Margaret et sa famille, car son père est tué dans un violent accident de voiture. Les membres de sa famille sont effondrés et Margaret devient un petit peu la pierre angulaire de la famille. Par exemple, elle préparait régulièrement le dîner et à côté de ça, elle était pom-pom girl et jouait au tennis. C'était quelqu'un de toujours radieux. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'un promoteur immobilier du nom de Bart Palm tombe complètement sous son charme et cet homme va l'inviter 7 fois à sortir pour un date, un rendez-vous galant, invitation qu'elle va décliner au départ pour finir par accepter. Seulement 7 mois après le début de leur fréquentation, Bart annonce qu'il déménageait pour San Antonio et qu'il espérait que la jeune fille lui rende visite. Mais Margaret, qui à son jeune âge savait déjà ce qu'elle voulait, lui rétorque qu'elle ne viendra pas. Sympa. Elle lui répond simplement qu'ils ne sortaient pas ensemble depuis assez longtemps que pour qu'elle le rejoigne à San Antonio. Bart ne se décourage pas car il va la demander en mariage afin d'assurer ses arrières et de garder Margaret auprès de lui. Demande en mariage qu'elle l'acceptera. La mère de Margaret fond en larmes à la nouvelle du mariage de sa fille. Le lendemain de leur mariage, en 1973, le couple conduit 8 heures vers le sud-est jusqu'à San Antonio pour commencer leur nouvelle vie. Bart plaisante aujourd'hui en disant que c'est comme s'ils étaient constamment en lune de miel, vu qu'ils ont changé de lieu de vie au début de leur mariage. Palm était quelqu'un d'hyper religieux, surtout depuis la mort de son père. Rappelez-vous, il était épiscopalien. Au début des années 1970, lorsqu'elle part dans une retraite spirituelle à Las Cruces, désolé de la prononciation, au Nouveau-Mexique, c'est l'épiphanie. Ça éveille un nouvel intérêt spirituel chez elle. Et ça, elle va le cacher à ses proches, ses amis et sa famille, de peur qu'ils ne la jugent. C'était peut-être une façon pour elle de renouer avec son défunt père. Ou peut-être un moyen d'occuper son esprit dans une nouvelle ville dans laquelle elle ne connaissait personne finalement. Et ça,
c'est très important pour la suite. Je vous dis pas ça pour la petite histoire. La religion a vraiment une place prépondérante dans la vie de Margaret. Et ça va conditionner ses actions par la suite. Elle va suivre le précepte selon lequel l'amour de Dieu est universel et plus puissant que la peur ou la haine. Alors c'était une débutante dans le domaine religieux, mais elle pouvait passer des heures à recopier des écritures sacrées, à les assimiler, les recopier à la main dans des carnets, dans son petit cahier noir, très important pour la suite, et à rechercher des livres qui approfondiraient sa compréhension spirituelle. Bart va être le premier surpris par cette transformation et va lui demander, au début de leur mariage, « Mais que t'est-il arrivé ?» En 1977, Palm met au monde Noël, sa fille, puis Mills, son fils, en 1979. Elle devient mère au foyer dévouée et aime particulièrement les activités artistiques et artisanales avec ses enfants. Elle leur confectionnait même des vêtements. La nuit précédant son enlèvement, Margaret entend parler d'une survivante de l'Holocauste, nommée Corrie ten Boom, une militante qui a trouvé la guérison en pardonnant à un garde nazi stationné dans le camp de concentration où sa sœur a été tuée. Et ça encore, ça va être très important pour la construction mentale future de Margaret. Car elle se disait « aimer quelqu'un qui vous aime est très facile ». Le vrai défi étant d'aimer quelqu'un qui vous déteste. Le matin du 11 décembre, avant même de rencontrer le tueur en série qui allait changer sa vie à jamais, Margaret s'agenouille dans son placard et dit à Dieu qu'elle le servirait, quelle que soit la manière dont il aurait besoin d'elle. On sait peu de choses sur l'enfance de Stephen Morin. Il est né le 19 février 1951, donc c'était un Verseau si ça vous intéresse. Il est né à Providence, dans le Rhode Island, dans une famille pauvre. Il abandonne très tôt l'école. Et au cours de son adolescence, Maureen commence à consommer des stupéfiants. Aïe. Et à se lancer dans un mode de vie criminel. Et les ennuis ne font que commencer. Lui qui rêvait d'être conducteur de stock car, à 14 ans, il fait la couverture de magazines, mais pas pour la bonne raison, mais pour son évasion de l'école. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une évasion, bien que certaines écoles ressemblent à des prisons. Maureen était déjà une star, mais pas dans le bon sens. Au milieu des années 60, Stephen est arrêté pour vol de voiture en Floride. Il est reconnu coupable et passe quelque temps dans un établissement pour jeunes délinquants. Libéré en 1968, Maureen quitte la Floride et erre à travers le pays. Et on sait que l'oisiveté est mère de tous les vices. Pendant la majeure partie des années 70, il réside en Californie du Nord, plus précisément dans la région de la baie de San Francisco, changeant constamment de lieu de résidence, ce qui montre une certaine instabilité, et il utilise divers pseudonymes tout en commettant des crimes. Un mode de vie assez mouvementé. Pendant un certain temps, il vit à San Francisco en tant que mécanicien automobile. Et en 1976, il va faire quelque chose d'innommable. Le 26 septembre, Maureen use de la ruse afin d'attirer une jeune fille de 14 ans pour qu'elle l'accompagne dans son appartement du Marina District à San Francisco. Une fois sur place, il l'attache, la suspend à un crochet du plafond, l'agresse intimement, la brutalise pendant plusieurs heures. Tout ça avant de la relâcher dans un centre commercial du comté de Marin. Selon le FBI, Maureen changeait régulièrement d'adresse afin d'éviter les poursuites parce qu'il était déjà recherché pour vol. Vous voyez le chic type quoi. 3 ans plus tard, le 25 septembre 1979, Sheila Griffiths, 22 ans, a été vue pour la dernière fois en train de quitter le Silver Nugget à Las Vegas avec un homme. Son corps sera retrouvé le 27 novembre 1979 dans le désert de Mojave, près de la frontière de l'État du Nevada, recouvert par un sac de couchage. Le 16 janvier 1980, Suzanne Belote, 18 ans, a été portée disparue après avoir omis de rentrer chez elle à Las Vegas après une séance de shopping local. Son corps sera retrouvé le 26 mai 1980 près de Bloomington. La police indiquera qu'une grosse pierre avait été placée sur le corps. Une autopsie réalisée sur le corps gravement décomposé n'a pas permis d'établir avec certitude la cause du décès. Cependant, le médecin légiste a déclaré que les dommages apparents infligés au tissu du cou de la victime l'ont amené à penser que l'adolescente avait été étranglée. Le 27 juin 1980, Cheryl Daniel, 20 ans, a été enlevée sur le parking du supermarché Alpha Beta à Las Vegas. Son corps a été retrouvé le 13 septembre 1980 à Hell Hole Canyon, près de St. George,
avec une blessure par balle à la tête. Le 11 janvier 1981, le shérif du comté de Washington a émis un mandat d'arrêt accusant Maureen d'enlèvement et de meurtre en lien avec la découverte des corps de Belote et de Daniel. Alors, on observe dans chacun des meurtres un dénominateur commun. D'une part, les lieux qui étaient proches géographiquement, et c'est le même mode opératoire. Mode opératoire ou modus operandi, c'est-à-dire ce que fait le criminel lorsqu'il commet son crime. En somme, c'est sa manière de procéder lors du scénario criminel. Par exemple, le fait de rentrer par effraction, d'étrangler sa victime, et de repartir avec ses bijoux. Petite parenthèse, le mode opératoire est un concept évolutif, c'est-à-dire qu'il peut changer dans le temps selon la maturité et l'expérience du criminel. Et ici, le point commun étant d'enlever ses victimes à la sortie de magasins. Et encore, je n'ai pas cité toutes ces victimes. Et ce qui est assez, je dirais pas marrant, mais une drôle de coïncidence, au même moment, Ted Bundy, l'un des plus célèbres tueurs en série américains, était sur la route également. Donc il commettait ses crimes parallèlement à Maureen. Et tous ces faits sont antérieurs à la rencontre entre Margaret et Stephen. En 1981, l'ambiance est festive. Margaret rentrait chez elle, mais elle décide de faire une petite halte dans les magasins afin de finaliser ses cadeaux de Noël à Kmart. Alors qu'elle retournait vers sa voiture, une Chevrolet Suburban, un homme pointe une arme dans son dos. Elle dit qu'il tremblait et qu'il pleurait comme un chien enragé. Il s'agissait bien de Stephen Maureen, le tueur en série en fuite depuis 20 ans, échappant tant bien que mal aux autorités qui le recherchaient pour les agressions intimes et les meurtres de 40 femmes. Dans un témoignage pour la série radiophonique Focus sur la famille, avec le psychologue Dr. James Dobson, Palm, qui est aujourd'hui âgé de 72 ans, a révélé les détails déchirants de son enlèvement. Alors tout ce que je vais dire là a trait à son point de vue. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Margaret Palm. Alors qu'elle quittait sa maison le 11 septembre 1981, Palm explique comment Dieu lui avait parlé et l'avait obligée à retourner chez elle afin de récupérer son livre d'écriture. Donc elle avait son livre religieux afin de faire ses courses pour Noël. Et revenons au moment où Stephen pointe son arme sur Margaret. Elle savait à ce moment-là qu'elle serait sa prochaine victime. Et puis elle a fait quelque chose qui a changé le cours de son destin. Elle voulait lier des liens d'amitié avec son kidnappeur. C'est pas une blague. Il était près de 20 h du soir, le 11 décembre 1981, et Stephen Maureen commence à conduire la SUV de sa dernière captive au nord de San Antonio. Des hélicoptères survolaient la ville et des policiers ratissaient les rues en vue de retrouver Stephen. La police avertissait les gens de verrouiller leurs portes et de rester à l'intérieur. Logique. Le règne de terreur de Maureen touchait à sa fin, après une rare erreur commise plus tôt dans la journée. Dans la voiture de Margaret, Stephen lui pose une question. Avez-vous de la musique? Imaginez-vous une seconde à la place de Margaret. Vous venez de vous faire enlever et votre kidnappeur vous demande tranquillement « Je peux mettre la musique s'il te plaît ?» Stephen l'avait poussé à l'intérieur de la voiture. Palm ressemblait beaucoup à ses anciennes victimes. Jolie, sportive, blonde. Margaret dit qu'elle n'a pas essayé de se battre ni de fuir pour la simple et bonne raison qu'elle dit, je cite, « Je n'ai jamais ressenti ce genre de sentiment, de peur. » Palm a déclaré qu'elle ne regardait pas les informations, donc elle n'était pas au courant des meurtres horribles qu'il avait semés à travers le pays. Car Maureen figurait sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, dont Ted Bundy. Car Ted Bundy aussi avait échappé pendant des décennies à la police, sous de fausses identités et en errant comme un vagabond. Alors que des acheteurs inconscients se pressaient devant les magasins, Maureen s'inquiétait, car les flics approchaient. Stephen dit alors une chose terrible à Margaret. Il lui dit « On mourra certainement au cours d'une fusillade aujourd'hui. » Et remarquant les cadeaux de Noël sur la banquette arrière de Margaret, il commence à les jeter de la voiture. Il se demandait à voix haute pourquoi lui n'avait jamais reçu de cadeau lorsqu'il était enfant. Il l'appelle Margaret la princesse protégée et déclare que les animaux étaient mieux traités que lui. Et tout ce que Margaret parvenait à dire, tétanisée, c'était « je suis désolée ».
Alors toujours selon la perspective de Margaret, elle a senti l'esprit de Dieu devenir de plus en plus puissant en elle. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le raconte. Elle se tourne alors vers Stephen Morin et lui demande son nom. Elle pose ses mains sur les siennes. Alors imaginez-vous une seule seconde la scène. Elle pose les mains sur celles de son kidnappeur et commence à prier. Alors je trouve ça hyper courageux et culotté de sa part. Stephen dit à Palm qu'il était assis depuis des heures devant le Kmart jusqu'à ce qu'il tombe sur elle. Et il répond que son prénom c'est Stephen, logique. Et malgré ses protestations, elle pose ses mains sur les siennes et commence à prier. Et elle dit: je prends autorité sur toutes les forces démoniaques de cet homme. Vous savez que je sers le Seigneur Jésus-Christ et je déclare tout de suite que vous n'avez aucune domination sur cet homme. Le péché n'aura pas de domination sur lui. Il a la domination sur vous et j'ai la domination sur vous et il servira Jésus-Christ avant la fin de cette journée. Maureen, pendant tout ce temps-là, l'a regardé avec incrédulité et on peut le comprendre. Il a déclaré: je ne peux pas y croire. Je suis dans la voiture avec un monstre religieux. Je m'imagine la scène. Ça fait vraiment mauvais thriller psychologique. Mais je me dis que Margaret, à ce moment-là, avait tellement la foi qu'elle a surmonté ses peurs. Je trouve ça dingue, fou et plein de bravoure à la fois. Au choix. Au début, Maureen pense que Palm essayait de le tromper en endormant son esprit et que c'était une fausse religieuse. Mais il commence à la prendre au sérieux lorsqu'elle montre une preuve de son dévouement religieux en lui montrant son carnet. Rappelez-vous, le fameux carnet noir où elle recopiait les écritures sacrées. Maureen était habituée à maîtriser facilement les femmes, mais Margaret l'a pris au dépourvu. Ayant soudainement l'impression d'être guidée par une force plus grande qu'elle, elle fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire auparavant. Et elle dit dans son témoignage qu'elle sait que c'était complètement bizarre. Elle place alors ses mains sur le front de Maureen pour tenter de chasser la perversité de son esprit. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais c'est inimaginable. Pris au dépourvu, Maureen dit qu'à ce moment-là, il a ressenti un amour profond envers Palm. Un amour qui n'avait rien à voir avec son désir de violence qu'il avait au départ. Alors Stephen lève les mains au ciel et déclare: Jésus, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux aller au paradis. Et Margaret dit qu'elle n'en croyait pas ses yeux. Vous, mauvais esprit, partez maintenant, s'est écriée Margaret. Elle ne le savait pas à ce moment-là, mais elle extériorisait, elle exorcisait entre guillemets la criminalité de Maureen. Et l'extériorisation est une technique utilisée par les thérapeutes afin de faire ressentir moins de honte à leurs patients. Vous ne continuerez pas à détruire sa vie et la mienne, a-t-elle continué. Maintenant, laisse ma voiture. Alors on dirait vraiment une scène de l'exorciste. Pas le dernier, hein, parce qu'il est nul. Le mari de Palm, Bart, dira plus tard: chasser les démons, ce n'est pas mon truc. Mais je pense que c'est ce qui l'a aidé à s'en sortir. Sa conviction était là, dans un but précis. Cela a déstabilisé Maureen parce qu'il détestait les femmes. Il voulait les dominer. Et il ne la dominait pas, parce qu'elle était dominée par la foi religieuse. Je ne veux pas vous faire de mal, madame, a dit Maureen. Mais je ne sais pas comment je vais vous laisser partir. Palm révèle que Maureen commence à accepter Dieu et s'est sentie soudainement lavée de tous ses péchés. Tandis qu'il continuait à conduire, Maureen cherchait un échappatoire vers Fort Worth au Texas. S'il n'y a pas de bus qui m'emmène à Fort Worth, tu vas venir avec moi. Et Margaret lui répond: mais il y aura un bus, Steven. Je suis sûre que Dieu a préparé un bus pour ton évasion. Alors qu'ils sont arrivés à la gare routière, Palm a dit qu'elle a demandé à un employé s'il y avait des bus qui partaient. Après un après-midi endiablé ponctué de conversations profondes et confessionnelles dans un parking et un arrêt dans un service au volant, donc dans un drive j'imagine, ma copine et moi allons prendre 2 coca, avait dit Maureen. Le couple improbable conduisait maintenant vers une gare routière à l'extérieur de San Antonio dans le noir. Et c'est à ce moment-là que Maureen a décidé que la collection de cassettes de Palm laissait beaucoup à désirer. Souvenez-vous, on n'est pas dans les années 2000, il y a toujours des cassettes, vous savez, à rembobiner pour la musique dans sa voiture, et il n'aimait pas trop apparemment la musique qu'avait Margaret. Il éjecte donc une cassette sur le pouvoir de l'amour d'un télévangéliste nommé Kenneth Copeland et a allumé une lumière intérieure pour fouiller dans la pile de cassettes qu'avait Margaret, pour trouver quelque chose qui lui conviendrait mieux. Malheureusement, tout cela semblait être de la musique religieuse, de louanges qu'il n'aimait pas du tout. C'est quoi cette merde?
dit-il en jetant cassette après cassette sur la banquette arrière avec les canettes de bière qu'il avait vidées après un arrêt au stand 7-Eleven. Tu es vraiment une fanatique. Puis, il a remarqué quelque chose qui a attiré son attention. Si tu as ce que je pense que tu as, tu es vraiment super cool. A-t-il dit en brandissant une cassette. Et c'était en fait un single de Christopher Ross qui s'appelle Ride Like the Wind. Et il déclare que c'est sa chanson préférée. Il met donc la musique dans le lecteur, met le volume au maximum et commence à chanter, comme si c'était son hymne personnel. It's the night, my body's weak, I'm on the run. C'est la nuit, mon corps est faible, je suis en fuite. No time to sleep, I've got to ride like the wind, to be free again. Je n'ai pas le temps de dormir, je dois conduire, m'en aller comme le vent, être libre à nouveau. Palm dit qu'il avait une connexion particulière avec cette chanson, comme si c'était un hymne personnel, une Madeleine de Proust. Et elle se rappelle qu'il n'a pas arrêté de la remettre, de la rembobiner, parce que oui, les cassettes ça se rembobine, pour remettre la musique. Je sais pas si vous avez une musique préférée du moment, mais moi quand j'aime une musique, j'adore la remettre encore et encore. Et c'était vraiment l'état d'esprit de Stephen. C'était vraiment une Madeleine de Proust pour un sociopathe meurtrier qui avait oscillé en 8 heures de façon imprévisible entre rage, curiosité spirituelle, menace de mort et apparent éveil religieux et exubérance inspirée du rock'n'roll. J'avais tellement peur quand il chantait, déclare-t-elle. Mais c'était la première fois que je voyais une forme d'adoucissement chez lui. Palm dit qu'à ce moment-là, ils deviennent en quelque sorte des amis. Bizarrement, je me suis retrouvée à lui dire à ce type qui venait de me kidnapper et dont je ne pouvais pas encore échapper, des choses que je n'avais jamais dites à personne. Si je l'avais dit à mon entourage, ils auraient pensé que j'étais folle. C'était vraiment étrange d'être dans cette voiture. J'ai ressenti de la compassion pour lui, mais il était toujours en train de me kidnapper. Dans cette parenthèse amicale, Margaret commence à lui parler des officiants religieux qui prêchaient l'amour aux détenus en prison et les aider à se libérer de leur haine. Elle a également parlé à Maureen de Copeland, c'est un télévangéliste basé à Fort Worth, donc là où Maureen voulait se rendre. Et Maureen, qui a été convaincue de façon miraculeuse par Margaret à ce moment-là, va carrément prendre son arme et la déposer dans le bureau de ce fameux Copeland. C'est complètement surréaliste. Et là, Stephen Maureen, qui s'était attaché à Margaret, visiblement, lui demande « Tu ne veux pas venir avec moi ?» Et Margaret lui rétorque « J'ai 2 enfants à la maison, un mari, une vie. Non, je ne peux pas te rejoindre. Mais Dieu est avec toi. Vous devez monter dans ce bus. » Après avoir demandé la permission, Maureen serre Palm dans ses bras et l'embrasse même sur la joue. Margaret lui donne son carnet d'écriture. Alors je trouve ça hyper émouvant, même si c'est un tueur en série, mais je trouve que ce moment d'intimité est quand même assez inimaginable. Et Margaret lui dit d'utiliser ce carnet à la place de ses armes. Stephen fouille alors dans sa poche et en retire une boucle d'oreille avec une croix et une pierre verte. Et il lui donne ce bijou. Lorsque Maureen s'éloigne, Palm s'est assis sur le siège du conducteur du Suburban, donc sa voiture, et elle a immédiatement verrouillé les portes, pour peu que Maureen change d'avis, repète un câble et remonte dans sa voiture. Alors que l'autobus s'éloignait, Maureen lui faisait des grands signes de la main avec un grand sourire, tout ça en guise d'au revoir, comme si c'était un enfant partant dans un camp de vacances. Ça, c'est elle qui le dit. Lorsque Palm sort du parking, elle fond en larmes. Là, elle s'effondre. Plus tard, la police lui a dit que la boucle d'oreille que Maureen lui avait donnée appartenait en fait à une des victimes de Stephen, une des femmes qu'il avait assassinées. En rentrant chez elle, Palm est submergée par la terreur et le soulagement. Et on peut la comprendre. Mais elle ressentait aussi un peu d'espoir. J'avais l'impression que quelque chose de merveilleux lui était arrivé, insiste-t-elle. J'ai vu le changement. Alors qu'elle revenait dans sa rue, la police prend l'appel de Bart, son mari. Voyant Palm rentrer dans l'allée, apparemment bien portante, Bart est d'abord furieux contre sa femme pour lui avoir causé des inquiétudes injustifiées. Il lui a demandé « Où diable étais-tu » et il lui avoue qu'il pensait qu'elle était avec Stephen Maureen qui était en cavale. Et Palm lui répond tranquillement « Bah, j'étais avec lui ». Elle ouvre alors son sac à main pour lui montrer la fameuse boucle d'oreille et la police était présente au domicile de Bart. Elle serre son mari dans ses bras et montre les balles de Maureen. Alors peut-être qu'elle s'était procuré les balles de Maureen lorsque celui-ci avait déposé son pistolet sur le bureau de Copeland.
Et la police est stupéfaite du fait qu'elle ait survécu à un tel tueur en série. Ils disent à Bart combien elle avait eu de la chance. Palm répond juste « j'ai besoin d'un verre ». Un officier dit alors que quelqu'un lui apporte à boire. Bart a préparé un martini à Palm. Puis le couple s'est installé sur la banquette arrière de la voiture de la police. Palm avec un verre à la main sur la banquette arrière de la police. Et là-bas, elle va réaliser avec horreur l'épreuve qu'elle a traversée. On lui a montré des photos de ce qui semblait être 15 ou 20 hommes différents. Et en fait, c'était toutes des photos de Maureen. Elle a eu l'impression que quelqu'un l'a frappée avec une batte de baseball, tellement le choc a été grand. « Je ne pouvais pas comprendre », dit-elle. Ensuite, la police lui a montré des photos des lieux du crime qui révélaient de quoi Maureen était capable. Des photos de ses victimes qu'il avait ligotées, agressées intimement et assassinées. « J'étais tellement dégoûtée et écœurée », dit-elle. Je n'avais jamais entendu parler d'un meurtrier de masse. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais de la chance de m'éloigner de cet homme. Elle se sentait aussi trompée, car Maureen lui avait montré une facette de lui qui n'était pas le réel lui pour elle. Il était impossible qu'un homme qui torturait des femmes pour un simple plaisir ait vu Dieu dans la voiture. Je pensais qu'il m'avait trompée toute la journée, dit-elle. C'était un sentiment écœurant, même face à toutes les choses horribles que j'ai vues, et en apprenant que c'était l'escroc le plus diabolique qui soit, je voulais croire que ce qui s'était passé était réel. Elle avait quand même un micro-espoir. Palm était terrifiée à l'idée que si Maureen découvrait qu'elle avait donné à la police des informations sur l'endroit où il se trouvait, il retournerait à San Antonio et ferait à sa famille ce qu'il avait fait à tant d'autres. Elle a donc menti aux policiers en disant qu'elle avait laissé Maureen au Kmart. Il était impossible, en même temps qu'un criminel qui avait échappé autant de temps à la police, retourne au point de départ, tout simplement. Donc Margaret va craquer et raconter la vérité à son mari. Elle savait où se trouvait en fait Maureen. Son bus resterait à Austin moins d'une heure avant de partir pour Fort Worth à 3h30 du matin. Il était maintenant environ 14h45. Et Bart a insisté pour qu'ils appellent les flics. S'il tue quelqu'un d'autre et que tu avais eu l'occasion de l'arrêter et que tu ne l'as pas fait, ça restera sur ta conscience. Il téléphone à la police de San Antonio et explique pourquoi Palm avait menti. Puis il a appelé le bureau local du FBI et l'agent à qui Bart a parlé a pris l'information très au sérieux, mais était très sceptique quant à la présence de Maureen à la gare routière d'Austin. Parce qu'il dit, je cite, « Nous recherchons ce mec depuis des années. Il ne fait jamais rien de stupide, donc je pense pas qu'il sera là. » Néanmoins, raconte Bart, la police a quand même dépêché du personnel vers cette gare routière, où ils ont encerclé le bâtiment. Une policière en civil est entrée dans le terminal où elle a été choquée de trouver Maureen qui attendait calmement son bus, tout en lisant le livre d'écriture de Palm. Jusqu'à ce jour, Maureen avait dit à qui voulait l'entendre qu'il ne retournerait jamais en prison après les horribles expériences qu'il avait vécues dans les institutions dans sa jeunesse. Mais lorsque l'agent s'est approché de lui, son pistolet était vide et il s'est laissé arrêter sans protester. La presse en est alors donnée à cœur joie en rapportant l'incroyable histoire de la femme qui a pacifiquement désamorcé la cruauté de ce tueur en série qui avait l'intention de l'agresser et de la tuer. Un tueur en série qui avait échappé pendant si longtemps aux autorités. C'est l'arrestation la plus fantastique dont j'ai entendu parler au cours des 5 dernières années, a déclaré au journaliste un officier chargé des crimes CUL. C'était une femme très religieuse, s'est émerveillé le détective de San Antonio, Abel Juarez, au San Francisco Sunday Examiner and Chronicle. Elle a beaucoup prié et l'a adoucie. Grâce à sa religion, elle l'a convaincue et de la libérer. Et après l'avoir écouté prêcher, il a décidé de vider son arme. Quelques mois après l'arrestation pacifique de Maureen, Palm a commencé à croire qu'il avait sincèrement vu Dieu ce jour-là et qu'il avait décidé de changer. Par contre, les victimes survivantes de Maureen et leurs familles ainsi que les procureurs du Texas seraient néanmoins beaucoup plus difficiles à convaincre. Alors que Palm croyait sincèrement que Maureen pourrait être pardonnée spirituellement, elle a déclaré à Vanity Fair qu'il méritait la prison à vie. « C'est comme un animal sauvage », a-t-elle déclaré aux médias. « Essayez d'apprivoiser un animal sauvage et il pourrait être adorable pendant un moment. Et ensuite, il vous arracherait la tête. » Il a vécu si longtemps dans cet endroit sombre. J'imagine avec des pensées sombres. J'imagine que les pensées avec lesquelles il a vécu pendant tant d'années reviendraient. Un jour avant son exécution, parce que oui, Maureen a été condamnée à la peine de mort, Palm a rendu visite à Stephen Maureen à l'unité Ellis 1 dans le couloir de la mort, près de Huntsville, au Texas.
Lors de son premier procès, Maureen avait, dans un élan narcissique, demandé à agir comme son propre co-conseil dans l'espoir de se représenter comme Bundy, parce que Bundy n'avait pas pris d'avocat en premier lieu. Mais Maureen a été autorisée à interroger les membres potentiels du jury pour son prochain procès à Corpus Christi au Texas, pour l'étranglement de Jana Bruce, 21 ans. L'une des questions qu'il a posées était la suivante. Croyez-vous qu'une personne, malgré son passé, aussi grave soit-il, puisse changer sincèrement? Alors, c'est la question que je me pose et que je vous pose. Mettez sur pause la vidéo, ça fait beaucoup de pauses, si vous souhaitez me dire votre avis, et j'ai hâte de le lire. Est-ce que quelqu'un qui a fait des actes aussi horribles peut sincèrement changer s'il prend conscience de ses actes? Mais Maureen fut de nouveau condamnée à la peine de mort. En avril 1982, moins de 2 semaines après avoir été condamnée à mort, Maureen a écrit au juge lors de son premier procès pour meurtre et lui a demandé de fixer une date d'exécution. Les chrétiens n'ont pas peur de mourir, déclare-t-il. J'étais prêt à rencontrer mon créateur depuis le moment où j'ai eu la chance de rencontrer Madame Palm. Et plus tard, Bart, le mari de Margaret, a finalement accepté le fait que Maureen ait changé. Tous les policiers à qui j'ai parlé ont dit qu'il était un escroc accompli. Alors qui peut dire qu'il ne nous trompait pas? Dit-il, soulignant que se faire passer pour un chrétien né de nouveau pour alléger sa peine aurait été l'ultime solution. Mais lorsque Maureen a refusé de faire appel, Bart l'a alors cru. Il a cru qu'il était sincère et ne se montrait pas pieux et religieux pour avoir une quelconque réduction de peine. En 1984, Maureen a été extradé vers Golden, au Colorado, où il a été jugé pour le meurtre de Sheila Wallen. En 1981, bien que Maureen ait déjà été condamné à 2 condamnations à mort, l'ancien procureur adjoint du comté de Jefferson, Gary Huckelbash, a déclaré que Maureen représentait une menace si claire en tant que meurtrier violeur récidiviste, que l'État du Colorado a décidé de le poursuivre en justice au cas où ses condamnations au Texas seraient annulées. Les affaires de peine de mort demandent beaucoup de travail, beaucoup d'émotions et beaucoup de coûts, déclare Huckelbash. Mais nous étions convaincus d'avoir fait la bonne chose. Nous étions sûrs qu'il allait encore tuer. Durant les procès de Maureen, note-t-elle, un juge se méfiait tellement de l'accusé qu'il gardait un Magnum 357 chargé sur son banc. Un jour avant son exécution, Palm a rendu visite à Maureen à l'unité Ellis 1 dans le couloir de la mort près de Huntsville, au Texas. Il était heureux, a déclaré Palm. Il a dit « Je suis prêt à mourir. Je me sens bien. Je vais être avec le Seigneur. » Palm a déclaré qu'après son enlèvement, elle avait mené une vie assez normale, mais que certaines cicatrices resteraient. Tu m'étonnes. Elle conduit désormais une voiture rouge qui attire l'attention, se gare uniquement dans des endroits éclairés pour éviter un potentiel enlèvement et se rend rarement dans les grands magasins, sauf avec Bart, son compagnon. Lorsqu'on lui demande ce que Noël pense de la réconciliation de sa mère avec Maureen, elle répond que chaque survivant doit trouver une histoire qui lui apporte la paix. Ça sera différent pour chaque survivant, bien entendu. C'est comme « il va pourrir en enfer, cela leur donne la paix », a-t-elle expliqué. Et Noël explique, donc sa fille, « Pour maman, je pense que l'histoire qui l'aide à survivre, c'est le fait que l'homme ait changé. Séparer la personne du problème a été pour elle un véritable outil de survie. C'est ce qui l'a aidé ce jour-là, et c'est ce qui l'a aidé à ne pas faire des cauchemars. » Maureen a imputé ses perversions criminelles au fait que sa mère l'avait envoyé dans un foyer pour garçons et au fait qu'il avait été témoin des abus intimes de sa mère sur son frère. Donc on parle d'inceste, c'est très grave. Et également de ses exploits CUL avec un ami de son âge, ainsi qu'au fait qu'il avait été envoyé à l'âge de 15 ans en prison. Et Maureen déclare alors qu'il avait été sodomisé. Alors je vous mets le mot, je peux pas le dire. Maureen avait aussi l'habitude de blâmer les autres pour ses propres crimes, y compris une femme qui l'avait accusée de l'avoir incité à l'agresser intimement. Adolescent, Maureen a envoyé une lettre à ses parents dans laquelle il demandait de l'aide. Il dit, je cite, « Purée, je suis malade. » Malade, pas dans le sens j'ai une grippe, mais malade, j'ai un problème mental, quoi. Donc pas le genre de maladie pour laquelle il faut un médecin. Ses parents ont ensuite partagé cette lettre avec un journaliste, ainsi qu'un album contenant des articles sur les crimes de Maureen. Après avoir obtenu sa libération conditionnelle, donc on parle maintenant au passé, Maureen a commencé à être un criminel prolifique.
Ces infractions comprenaient la possession de divers bonbons. Alors je dirais pas le mot, mais vous comprenez que c'est pas des bonbons auxquels je fais référence. Il frappait également sa petite amie et il avait tué le chat siamois de cette même petite amie, Sweetie. Puis il avait ensuite livré le corps du pauvre Sweetie dans une boîte au bureau de sa petite amie. Joyeux. Et à première vue, Margaret Palm représentait tout ce que Maureen détestait. Ce n'était pas seulement une femme, mais elle semblait ne jamais avoir connu de difficultés financières. Pas comme lui qui était né dans une famille pauvre. Elle n'avait jamais eu de difficultés émotionnelles, enfin du moins elle ne semblait pas avoir eu de difficultés émotionnelles comme lui. Alors qu'il conduisait le Suburban, donc la voiture de Margaret, elle avait remarqué sa veste en cuir noir bon marché, ses mouvements un peu maniaques, un peu fous. Et en voyant ça, Palm subrepticement pousse sa montre Rolex en or et diamant sous son pull bleu et vert, pour ne pas qu'il ne la voie. Alors je pense que l'effet de surprise qu'a suscité Margaret en priant a interrompu le processus meurtrier de Maureen. De nombreuses études ont montré que les tueurs en série ont en général des antécédents judiciaires avant de commettre leur premier meurtre. On retrouve dans la littérature scientifique certains types d'actes criminels souvent associés au meurtre en série. Par exemple le cambriolage, l'incendie criminel, le viol. Il existerait donc une certaine escalade criminelle, c'est-à-dire une intensification des actes criminels jusqu'au meurtre. Maureen a commencé par le vol avant de commettre des actes innommables sur des femmes et des jeunes filles, et de même, au fil des meurtres commis, le tueur en série est susceptible de développer sa technique, de gagner en efficacité dans la façon de traquer ses victimes et d'échapper aux forces de police. Il aura également plus tendance à ritualiser ses crimes, comme par exemple avec la maîtrise du mode opératoire, la répétition des comportements, etc. Cette escalade criminelle est très fréquente et on la retrouve dans une majorité de tueurs en série. Mais revenons au processus criminel. La situation précriminelle est définie par Gassin en 1994 comme l'ensemble des circonstances extérieures à la personnalité du délinquant qui précède l'acte délictueux, mais entoure sa perpétration telles qu'elles sont perçues et vécues par le sujet. Pour lui, la situation précriminelle est constituée par deux éléments essentiels. L'événement ou la série d'événements qui a provoqué la formation du projet criminel dans l'esprit du délinquant et les circonstances qui ont entouré la préparation et l'exécution du crime. Outre les différents caractères que confère Gassin à l'événement, il indique que parfois il peut ne pas y avoir d'événements déclenchants, comme c'est le cas dans la délinquance professionnelle, longuement préméditée et occasionnée par l'existence de conditions favorables qui entourent la préparation et la réalisation du projet. Alors, que signifie ce charabia? Eh bien, Gassin, s'inspirant entre autres de Pinatel, propose une typologie de la situation précriminelle, c'est-à-dire qui précède le crime, avec d'une part les circonstances et d'autre part l'événement originaire. Ici, les circonstances de mise à exécution du crime sont favorables. C'était une femme seule, vulnérable, ressemblant à ses victimes précédentes, mais un événement vient entraver ces circonstances. L'attitude pieuse de Margaret, qui n'a pas eu l'attitude attendue pendant les circonstances de mise à exécution du crime. Donc ici, c'est peu favorable à l'exécution d'un crime. Et ici, pas de passage à l'acte, car ces actes ont été entravés par l'attitude de Margaret. Selon Nicolas Combalbert, qui se base sur Von Helting, nous ne pouvons pas faire abstraction du rôle de la victime en ce sens qu'elle est un élément essentiel dans la situation précriminelle. L'objectif de Von Helting était d'étudier l'impact exercé par le comportement conscient et inconscient de la victime. Wolfgang, en 1958, propose la notion de victime catalyseuse qui pourrait provoquer, précipiter ou faciliter la commission du crime. Et ici, c'est tout l'inverse. La victime indifférenciée, donc dont la victimisation est le fait du hasard, mais elle va empêcher, désamorcer le processus criminel, car comme dans une pièce de théâtre interrompue, son comportement va aller à l'encontre de ceux de ses précédentes victimes. Et donc la pièce ne peut se reproduire. Le scénario est entièrement interrompu. Certains parlent de l'attitude de Margaret comme le syndrome de Stockholm. Donc c'est un syndrome qui désigne la propension des otages ayant partagé longtemps la vie de leur geôlier à sympathiser avec eux et à adopter leur point de vue. Alors je pense que face à la situation précriminelle, non. Margaret était réellement quelqu'un de pieux et elle était sincère dans ses actes. Mais le fait d'entretenir un lien avec Maureen après pourrait s'apparenter effectivement à un syndrome de Stockholm, bien qu'elle soit restée lucide et qu'elle ne veuille pas qu'il sorte de prison pour autant. Dis-moi ce que tu en penses et abonne-toi déjà. Et like, parce que attention, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais vous ne likez pas et vous ne commentez pas. C'est très important pour le référencement.
La presse a surnommé Maureen caméléon au début des années 80, mais par contre il n'a jamais acquis la notoriété populaire comme a pu l'obtenir Ted Bundy. Mais Susan Reed, l'ancienne procureure du comté de Bexar, qui a contribué à obtenir la première des 3 condamnations à mort du meurtrier, souligne que le parcours infernal de Maureen à travers les États-Unis fait écho à celui d'un tueur en série bien plus légendaire, Ted Bundy. Car Ted Bundy était sur la route au même moment que Maureen. Alors je pense que peut-être que l'histoire de Ted Bundy a supplanté celle de Maureen, c'est pour ça qu'il est moins populaire. Beaucoup de crimes sont attribués à Ted Bundy et elle s'est toujours demandé si ces crimes n'étaient pas justement ceux de Maureen. Même en mettant cette théorie de côté, Maureen était soupçonnée de plus de meurtres que Bundy et Jeffrey Dahmer. Mets Margaret en commentaire si tu es arrivé jusque-là et dis-moi ce que tu penses de ce qu'elle a fait, conscience, inconscience, courage, mécanisme de survie. Bien sûr, il y aurait tant d'autres choses à dire et je te mets en description de la vidéo toutes mes sources si tu veux un peu plus te documenter sur l'affaire parce qu'il y a énormément d'autres choses à dire, mais je devais réduire la vidéo qui va être plutôt longue parce que je pense que ça fait plusieurs heures que je parle. J'espère que cette affaire t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker bien entendu, de partager. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. En attendant, porte-toi bien, toi et tes proches, c'est très important. Et abonne-toi sinon Poupie viendra te kidnapper. Et elle plaisante pas. Voici mes comptes si je te manque entre 2 vidéos, TikTok et Instagram. On se retrouve bientôt pour une autre ADJ. And remember, you rock.